Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Jacques Serrano pour cette invitation et cette introduction. Merci à tous d'être venus. Bravo encore pour les organisateurs. Un, l'idée est effectivement géniale et deux, l'organisation est impeccable. Donc je me félicite d'être parmi vous. Alors, une petite précision effectivement biographique. Je suis effectivement le fondateur d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines. Pendant longtemps, je m'étais présenté comme sociologue parce que c'était une de mes formations initiales et puis j'enseignais la sociologie. Et maintenant, je me présente comme humanologue, c'est-à-dire j'étudie l'être humain. Alors l'être humain appartient à aucune discipline particulière, ça consiste essentiellement, comme son nom l'indique, à étudier l'être humain sous toutes ses coutures. C'est un être social, donc il faut puiser dans la sociologie. C'est un être qui a un cerveau développé, donc il faut puiser dans la psychologie, dans l'anthropologie, dans l'histoire, même à mon avis dans l'éthologie, parce que nous sommes des animaux, la biologie, nous sommes des êtres vivants, la littérature, parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses auxquelles sont ignorantes les sciences humaines, bref. Pendant 30 ans, j'ai bourlingué dans le champ des sciences humaines. J'ai même créé ce magazine en fait, pour pouvoir essayer de découvrir l'être humain. Et puis, depuis quelques temps, j'ai arrêté la direction de cette entreprise pour me consacrer évidemment à ce nouveau projet que j'appelle l'humanologie. Et ma dernière folie, c'est un journal donc, qui s'appelle l'Humanologue. Je vous fais tout de suite ma petite page de publicité, comme ça. Ensuite, on pourra passer à la suite. Donc voilà, l'Humanologue, ça ressemble à ça. C'est un trimestriel. Comme on est très peu d'humanologues, en fait, on est deux. Il y a mon ami Edgar Morin et moi. Je lui ai refilé le titre, il l'a adopté aussitôt, donc je suis content, on est deux. Mais comme évidemment, il va sur ses 101 ans, et il se présente lui-même comme en période pré-posthume, et il fait sa propre œuvre, on n'est pas nombreux pour pouvoir écrire l'Humanologue. Donc je l'écris tout seul. De la première à la dernière page, tous les trimestres. Donc c'est une sorte de folie aussi. Peut-être, je ne sais pas où ça va m'amener. En tout cas, j'ai déjà réalisé 4 numéros depuis un an. Et je prépare le 5e. Alors, deuxième précision, le titre La connerie moteur de l'histoire, s'agit-il d'une plaisanterie? S'agit-il d'une provocation? S'agit-il d'une question sérieuse? Je dirais un petit peu des trois. Une plaisanterie, aucun doute, parce qu'aucun historien sérieux n'oserait d'abord réfléchir sur le moteur de l'histoire. C'était au XIXe siècle qu'ont été présentées toute une série de théories sur le sens de l'histoire et ses forces, sa dynamique, ses ressorts, mais depuis que l'histoire s'est spécialisée, devenue une discipline académique, excusez-moi, eh bien, on est historien de Rome ou historien de l'Égypte, historien du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, mais pas de l'histoire en général. Donc, c'est laissé aux amateurs, aux 12 amateurs, aux essayistes ou aux humanologues le soin de pouvoir réfléchir au moteur de l'histoire. Mais ça reste forcément une plaisanterie au regard du monde académique. Une provocation, ça pourrait l'être si, heureusement, il y avait eu ce livre, Histoire universelle de la connerie, auquel ont accepté justement de participer une série de grands historiens contemporains français qui ont transgressé là du coup l'interdit, parce que ça paraît pas très sérieux. Et Jean-François Marmion, que je connais bien, qui est l'auteur qui a dirigé ce livre, m'a demandé d'y participer. Alors comme là, je me trouvais en bonne compagnie avec des gens sérieux, du coup, ça me donne une couverture et un vernis de légitimité pour pouvoir aborder la question. Alors, est-ce que c'est sérieux ? C'est vous qui le direz à la fin de la conférence, si c'est une piste qui mérite d'être esquissée. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une théorie générale, mais simplement quelques hypothèses que je soumets à votre réflexion. Il y a aussi une autre personne en fait, qui m'a engagé à aller sur ce terrain-là. C'est un historien qui est peu connu en France. C'est monsieur Carlo Cipolla. Regardez s'il est beau. Il est malheureusement décédé aujourd'hui, il est né en 1922, mort en l'an 2000, et il a écrit un petit livre, enfin 2 livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier s'appelle « Le poivre moteur de l'histoire ».
Donc vous voyez, c'est un clin d'œil, c'est un type qui était un vrai historien de l'économie du Moyen-Âge, mais qui était très malicieux, qui a écrit ce livre-là, sous-titré « Du rôle des épices et du poivre, et en particulier dans le développement économique du Moyen-Âge ». Et puis, ce qui me renforce dans la conviction qu'il fallait suivre cette piste, il a écrit également « Les lois fondamentales de la stupidité humaine ». En 1976, de loin, il a précédé Marmion et quelques autres, dans lequel, alors, parmi les lois fondamentales, par exemple, la première loi fondamentale, c'est il y a plus d'individus, c'est ça, on sous-estime toujours le nombre d'individus stupides en liberté. Voilà. Alors ensuite il décrit à sa façon ce qu'est un stupide, un crétin, un bandit. Voilà. L'individu stupide, dit-il, c'est celui qui fait des choses qui le desservent, mais qui servent les autres. Le bandit, c'est celui qui fait quelque chose qui lui serve, mais qui desservent les autres. Alors que le stupide, il fait des choses qui, à la fois, le desservent lui-même et desservent les autres. Et là, c'est le comble. Mais je reviens surtout à son livre « Le poivre moteur de l'histoire ». C'est celui-là qui m'intéresse. Il avance une idée qui est assez importante et contre-intuitive. Il nous dit que les grands voyages d'exploration que l'on a appris comme les voyages de découverte, ceux de Christophe Colomb, ceux de Magellan, de Vasco de Gama, qu'on présentait comme des voyages de découverte, c'est-à-dire animés par la soif de savoir et l'esprit d'aventure, avaient en fait comme but d'aller chercher du poivre et quelques autres épices, dont le clou de girofle, la cannelle, qui se trouvaient au fin fond de pays qu'on ne connaissait pas, mais bon, on savait que c'était Magellan est allé aux îles Moluques pour trouver le poivre. Et pourquoi fallait-il faire toutes ces expéditions? Parce qu'on les recevait depuis bien longtemps, ces épices, par la route de la soie, qui était également la route de la céramique, la route de la soie, par définition, la route de l'indico qui venait d'Inde, bon, bref. Et ça passait par la Turquie, et c'était la porte, la sublime porte, on dira plus tard, qui était la porte vers l'Orient, qui était inconnue. Personne ne faisait tout le trajet. C'était de caravane en caravane. Et puis, ce qui s'est passé au début du XVe siècle, non, je dis une bêtise, oui, au début du XVe siècle, eh bien, il y a eu l'avancée des Turcs ottomans, qui se sont emparés peu à peu d'une partie de l'Iran, surtout de la Turquie, et puis ils ont avancé sur Constantinople. Constantinople est tombée en 1453, et à partir de là, et puis ils ont encore avancé dans les terres, et donc l'Anatolie était devenue une zone de guerre, et toutes les cités italiennes qui avaient fondé leur richesse sur le commerce, au loin avec l'Asie, eh bien, se sont trouvés en fait en difficulté, donc Venise, Gênes, Florence, en difficulté parce que la route était bouchée. Donc il fallait trouver une nouvelle route pour aller chercher nos épices, dont le seul but c'était comment dire, c'était un produit de luxe qui était pour les tables des puissants et des nobles. Et c'était ça la motivation première. Alors comment faire? Par où passer? Alors à l'époque, ce qu'on connaît du monde, vous voyez, là, c'est les différentes, on appelle ça les routes des épices, la girofle, muscade, gingembre, une grande partie viennent ici, et passer donc par la route de la soie, c'est la zone qui est en rouge. Et donc, là se pose la question, c'est comment on va faire, je vais passer une autre, ça. Comment on va faire pour atteindre ce qu'on appelait les Indes? On disait les Indes parce que l'Inde, ce n'était pas encore un pays bien défini. Alors la Chine, c'était encore pire. Japon, c'était Cipangu. Enfin, on connaissait des noms, mais on ne savait pas comment y aller. Parce que la représentation au Moyen-Âge du monde, c'est ce schéma-là. C'est assez simple. C'est au nord, vous avez l'Occident, enfin, vous avez l'Europe. Au sud, il y a l'Afrique. Mais l'Afrique, on ne connaît que le nord de l'Afrique. Et à l'est, il y a l'Orient. Et à l'ouest, il y a l'Atlantique. Alors comment faire pour aller là-bas? Ici, vous avez une carte qui date du début du XVe siècle, où vous voyez ici l'Afrique. Oui, j'aurais dû prendre peut-être ça. Vous voyez ce qu'on connaissait du monde du point de vue du Moyen-Âge. Donc par où passer? La route que j'ai mis ici en bleu, en pointillé, étant coupée, il reste deux solutions. Faire le tour de l'Afrique ou aller traverser
l'Atlantique pour aller de l'autre côté, contourner. Sachant que c'est la première voie qui paraissait la plus simple. Contrairement à une idée courante, Christophe Colomb savait parfaitement que la Terre était ronde. Il savait, comme d'ailleurs toutes les élites de l'époque, comme on le savait au Moyen-Âge, et comme on le savait même dans l'Antiquité. L'idée qu'avant Galilée, on croyait que la Terre était plate, c'est une idée courante qu'on entend encore, c'est faux. Ératosthène, qui était un savant grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, non seulement savait que la Terre était ronde, mais il avait même calculé la circonférence, de façon très précise même. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment. Il avait même donc, à quelques centaines de kilomètres près, il avait calculé la circonférence de la Terre, en 250 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a eu d'autres calculs qui ont été faits par des géographes de l'époque, Strabon, tout ça. Et puis un siècle plus tard, il y a Claude Ptolémée, le grand géographe de l'Antiquité grecque. En fait, quand on dit grec, c'était à Alexandrie que ça se passait. Ératosthène, c'était aussi un des comment dire, il s'occupait de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était pas rien, c'était des grands savants. Et donc Ptolémée, il a refait les calculs, il dit non, c'est pas si gros que ça. Il a refait des calculs et il est arrivé à un résultat 3 fois plus petit que l'estimation d'Ératosthène, qui était juste. Donc celle de Ptolémée était fausse. Sauf que Ptolémée, c'est lui qui a remporté la partie du point de vue de la postérité. Et pendant tout le Moyen-Âge, on s'est fondé sur les calculs de Ptolémée pour estimer la circulation de la Terre. Et donc Christophe Colomb, lui, s'est fondé sur une erreur monumentale, celle de Ptolémée, qui corrigeait celle d'Ératosthène, vous comprenez, pour se lancer dans l'aventure. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et donc, il part, vous connaissez la suite. Alors, il arrive en route, heureusement pour lui, et malheureusement pour les gens qui étaient déjà sur le Nouveau Monde, eh bien, il a découvert l'Amérique, qu'il a appelé jusqu'à la fin de sa vie les Indes, parce que lui, il a fait 3 voyages, et jusqu'à sa mort, il était persuadé qu'il était arrivé aux Indes. Et voilà pourquoi, vous le savez, on continue à appeler les Indiens les autochtones d'Amérique. Et puis l'autre voie, c'est celle de Vasco de Gama. Vasco de Gama, qui est allé d'abord aux Indes. Voilà l'affaire. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est moins... On pourrait dire que c'est une première grande bêtise qui a conduit à une grande découverte. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de revenir à l'idée de Cipolla, c'est-à-dire quelle était la motivation de ces expéditeurs, de ces grandes expéditions. C'était donc, effectivement, pour beaucoup, l'appât du gain, parce que ça rapportait beaucoup le commerce d'épices. Ça se vendait très très cher sur les marchés européens, parce que c'était très très chic sur une table d'avoir de la cannelle, des clous de girofle et autre chose. Et c'était même devenu un moyen de paiement. Quand on parle aujourd'hui de payer en espèces, en fait, ça voulait dire payer en épices. Parce que le mot espèce et épices, c'était le même mot à l'époque. Quand on disait les variétés, on parle aujourd'hui des espèces, eh bien c'était les variétés d'épices, d'aromates dont on parlait à l'époque. Et donc le but était assez futile, c'était les sbroufs, pour dire les choses crûment. C'était le luxe. Le luxe qui est quand même un des moteurs de la fondation du capitalisme. Si on imagine que la création du capitalisme s'est faite par des petits marchés locaux sur des biens de production nécessaires, alimentaires, les vêtements et autres, non, ça a tout de suite commencé par en fait un commerce mondial et sur des produits de luxe. Donc, d'une certaine façon, une chose énorme comme la naissance du capitalisme pourrait être même attribuée à une passion assez futile, le goût de l'apparat et de l'esbrouf. Alors je suis parti sur cette piste-là et je me suis dit, est-ce que ça pourrait être généralisé à d'autres époques? Est-ce qu'on retrouve d'autres phénomènes similaires? Ben oui. Par exemple, remontons le temps bien plus tôt, à l'époque de l'âge des métaux. Alors l'âge des métaux, vous le savez, c'est entre le néolithique, invention de l'agriculture et de l'élevage, et dont on apprendra, mais je laisserai ça sans doute Laurent Testo demain, ou Jean-Paul Demoule, qui est déjà passé ou qui va passer? Venez écouter Jean-Paul Demoule qui racontera que le néolithique, peut-être c'était une grande connerie. Bon. En tout cas, il l'explique dans le livre sur
dans l'histoire universelle de la connerie, et d'autres le disent aujourd'hui. Bref, entre le néolithique, invention de l'agriculture et de l'élevage, et les grandes civilisations, ce qu'on appelle les grandes civilisations, l'apparition de l'État, des empires, de l'écriture, des pyramides, des constructions monumentales et autres, il y a l'invention des métaux. Et depuis le 19e siècle, on divise en trois. Il y a d'abord l'âge du cuivre, puis l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Et l'âge du cuivre, c'est assez intéressant parce que l'âge du cuivre, c'est aussi l'âge de la découverte de l'or et l'argent. Les premiers métaux qu'on a découverts, ce sont des métaux très rares, très beaux. Le cuivre, c'est doré, l'état pur, et très mou. C'est très mou. On ne peut pas fabriquer des armes et on ne peut pas fabriquer des outils avec du cuivre. Encore moins avec de l'or. Donc pourquoi est-ce qu'en fait on a exploité des mines pendant des centaines d'années? C'était pour cela. Regardez. Ça, la nécropole chalcolithique, un chalcolithique, c'est l'âge du cuivre, c'est à Varna, c'est en Bulgarie. Et voilà ce qu'on fabriquait. Des bijoux, de l'ornementation, de là. Et c'était très très chic. À l'âge quand vous étiez un seigneur de guerre, vous vous battiez avec des outils en pierre encore, mais vous paradiez, vous et vos belles, avec de l'or, du cuivre, de l'argent. Bon. Et pendant des centaines d'années, l'extraction des métaux, l'origine première de l'extraction des métaux, ça va être ça. Ensuite que, en mélangeant le cuivre et l'étain, on va fabriquer du bronze. Et avec le bronze, là, par contre, ça devient un outil pour creuser le sol ou pour faire des lances, pour faire des haches. Puis ensuite, l'âge de fer. L'âge de fer, c'est l'âge plus brutal, mais plus dur aussi, parce que le matériau était plus dur. Vous voyez que on pourrait exporter cette idée, donc toujours, aux sources des grandes innovations de l'histoire. Il y a des passions futiles. L'apparat, le luxe, le superflu, et non pas le nécessaire. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin et repousser encore un peu, trouver d'autres périodes? Ouais, j'en ai trouvé quelques-unes. Là, on va revenir dans une période tout à fait contemporaine. C'est par exemple l'invention de l'automobile. Alors l'invention de l'automobile, là on est au 19e siècle. Pensez-vous que l'automobile a été créée par Citroën, par les frères Renault? À l'époque, la France, en 1900, c'était le premier pays au monde en fabrication d'automobiles. Et il y avait plein de petites start-up locales qui créaient des automobiles à l'unité. Mais pourquoi? Pas comme moyen de transport. Parce que pour les grandes distances, il y avait le train. Et puis pour circuler en ville ou à la campagne, il y avait les calèches. Et ça allait aussi bien. D'ailleurs, si on serait parti avec cette voiture-là sur les routes pour faire le Tour de France, on serait tombé en panne rapidement parce qu'il n'y avait pas de station d'essence. Donc, en fait, à quoi servaient les premières automobiles? Elles étaient coûteuses, assez peu utiles pour le transport quotidien. Les chars, les carrioles, les calèches faisaient leur effet et le train, mais c'était pour parader. Pour parader. Donc, elles étaient très, très belles, ces voitures. C'était très belle, c'était ciselé, donc c'était des objets de prestige. Et on les sortait essentiellement pour être vus. Être vu en voiture, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que vous étiez quelqu'un si vous aviez une voiture. D'ailleurs, l'histoire n'est pas si ancienne que ça. Parce que moi qui suis maintenant assez vieux, malheureusement, je me souviens aussi que quand j'étais enfant, le tonton Léon, il avait la première voiture dans le village où on était, enfin dans la famille plutôt, dans notre famille. Mon père, il était en mobilette, c'était un ouvrier, et donc le tonton, lui, il avait une DS. Mais la DS, il était employé de banque. C'était un chic, il avait un costume, donc il était respecté, mais la DS, il ne la sortait pas pour aller au travail. C'était pas fou, non. La DS, elle restait devant la maison avec une bâche par-dessus, et on s'en servait le dimanche. Le dimanche, pour faire un tour. Et puis, voilà, pour emmener la famille. Donc, pour parader. Enfin, peut-être que ce n'est pas que pour parader. Il était fier de ce qu'il faisait, hein, je ne vais pas le dénigrer, mais ce n'était pas un objet utilitaire. C'est pareil, hein, les beaux-frères, plus tard, ils ont acheté des NSU, c'était des voitures de course, ça, ils faisaient les malins sur les routes. D'ailleurs, c'était des carnages, mais ce n'était pas pour essentiellement aller au travail, c'était pour séduire les filles.
L'autre raison particulière, c'était la course automobile. Assez vite, la course automobile est devenue aussi un objet très important, la compétition automobile, qui a donné un essor, et la passion automobile a eu lieu bien avant la démocratisation. Donc à la fin des années 90, 1890, vous avez les voitures Bugatti qui commencent, Bugatti disons. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour une voiture, du moment qu'elle va vite. Bon. On pourrait dire la même chose avec la bicyclette. Hein. Les premières bicyclettes, ce n'était pas un moyen de transport. Avant de devenir un moyen de transport courant, la bicyclette, ça a mis 50 ans entre l'invention de la draisienne, vers 1825, et puis vraiment le vélo qui sert à transporter couramment. Entre-temps, la draisienne, elle n'avait même pas de pédalier. Alors il fallait courir, c'est pour ça qu'on appelait le vélocipède, hein, c'est les pieds pèdes, et puis c'est le pède vélos, hein, vous courez sur ça. Il faut imaginer, sur une route avec des trous, alors qu'il n'y a pas encore de pneus, parce que les pneus viendront après, une fois quand même dérivé des pneus pour les voitures. Donc là, c'était l'expédition coloniale, on s'est dit, il y a du caoutchouc là-bas, on va quand même essayer ça. Donc il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait un bon état, sinon c'est compliqué. Et le pédalier, il met encore 40 ans pour être inventé. Alors pourquoi on a les fameux billes? C'est que le vélo aussi, il servait, à parader, pour faire le malin le dimanche dans les parcs et les machins, et puis pour faire des courses. Alors si vous vouliez faire une course, comme il n'y avait pas de pédalier et pas de plateau, eh ben, il fallait une grande roue à l'avant. Plus la roue était grande, plus évidemment, chaque tour, vous alliez vite. Et donc, il fallait une échelle pour grimper sur votre vélo. Là encore, la parade, le luxe, l'esbrouf, le tape à l'œil, là, ont été un des ferments de développement du technique, et pas n'importe lesquels. Et c'est souvent a posteriori, quand on relit l'histoire, on a le sentiment que ce sont des buts utilitaires, pratiques, des besoins élémentaires ou alimentaires, qui ont été le stimulant du progrès. Pas du tout, c'est beaucoup plus con que ça. C'est une histoire de m'as-tu vu. Alors d'où ça vient, cette histoire de m'as-tu vu? Il faut que je regarde mon timing quand même, parce que je suis bavard. Ah oui, tiens, je fais une autre histoire de m'as-tu vu quand même, qui est assez intéressante. Ça, si vous venez chez moi, à Auxerre, jolie ville, magnifique. Ceux qui ne connaissent pas Auxerre, venez voir, vous avez une très belle vue, par exemple sur les bords de l'Yonne, voilà, des Hauts d'Auxerre. Et vous avez 2 bâtiments religieux. Vous avez ici la cathédrale Saint-Étienne, et là-bas, l'abbaye Saint-Germain. Alors, elles sont à 200 mètres l'une de l'autre. Elles datent toutes les deux du XIIIe siècle, l'époque du gothique. Elles sont splendides, ça. Et on peut se demander, mais pourquoi l'Église trouve le moyen de construire 2 bâtiments comme ça, qui demandent quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, à 200 mètres l'un de l'autre, surtout que c'est une petite ville à l'époque qui fait quelques milliers d'habitants. Alors pourquoi? Alors, la première raison, c'est que Monsieur le Guillaume de Seignelay, qui était l'évêque de l'époque, voulait une grande cathédrale. Pourquoi il voulait une grande cathédrale? Parce que vers 1220, c'est là que commence le gothique en France, le temps des cathédrales de Georges Duby, et on commence à sortir de l'époque romane, et on veut quelque chose de majestueux. L'Église est immensément riche, elle a des domaines, elle a des moyens, et là, la pauvreté, bon... On commence à revenir dessus, il faut manifester la magnificence de Dieu. Et la magnificence de Dieu, c'est aussi la puissance de l'évêque. Et un évêque qui a une grande cathédrale, eh bien, il est au-dessus des autres évêques. Donc il apprend, Guillaume de Seignelay, qu'à Reims, on en a construit une qui faisait une flèche de je ne sais plus combien, 50 mètres. À Arras, il y en avait une de 60 mètres. Il dit, moi j'en veux une de 70. À vous débrouiller, les architectes, moi je veux plus haut encore. Alors évidemment... On mobilise, on construit, on débute la construction de la cathédrale. C'était surdimensionné. Les architectes étaient un peu dépassés et il n'y avait pas encore les moyens. Mais ça prenait des années et des années. D'ailleurs, elle n'a jamais été finie. Il n'y a qu'une tour qui a été faite. Elle a mis 300 ans pour être construite. Entre-temps, il y a eu la guerre de 100 ans, plein d'ennuis. Mais quand même elle a commencé à s'édifier et à monter, l'abbé, il a dit... mais qu'est-ce qui se passe là de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de monter une cathédrale. Il paraît que ça va être une des plus hautes de France. Alors l'abbé, il faut savoir qu'ils appartiennent tous deux à l'Église, mais l'abbé, il fait partie d'un monastère. C'est un moine.
Et à l'époque, dans l'Église, il y a les deux ordres, c'est les moines, et puis l'évêché et les prêtres, qui s'occupent de leurs ouailles, et puis les moines qui sont des ordres à part. Et entre eux, ils ne s'aiment pas beaucoup. C'est un peu comme la guerre des polices entre les gendarmes et les policiers, ou les États-Unis, les fédéraux et les shérifs locaux. Donc l'évêque ayant ça, l'abbé dit « Moi, je veux la même, les gars. Hein » Et puis ils avaient les moyens parce qu'ils dépendaient de Cluny. Et Cluny, c'était une fortune colossale. En plus, ils ont pris leur émancipation et 30 ans plus tard, ils se mettent à édifier cette tour-là, qui, pareil, va grimper, va s'effondrer, parce que c'était trop haut, ils voulaient que ce soit plus haut à côté. Et bon, bref, tout ça, vous reconnaissez une vieille histoire. J'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle « Qui veut la plus haute ?» Vous voyez un peu là. C'est une très très vieille histoire dans l'histoire de l'humanité. Parce que si je vous montre quelques images, vous comprendrez bien que les pyramides d'Égypte, c'était aussi des tours d'orgueil, où chacun voulait manifester sa puissance, sa magnificence, sa grandeur, sa hauteur, en érigeant des monuments le plus haut possible. C'était le cas déjà au temps des mégalithes, à mon avis, et puis c'est encore le cas, c'était le cas à Chicago, qui avait même interdit, au début du XXe siècle, qui avait donné une taille minimale pour la construction des gratte-ciel, parce qu'ils avaient bien compris, les politiciens locaux, que les capitaines d'industrie étaient fous et ils allaient faire des choses de plus en plus hautes et ça allait tomber sur les citoyens. Donc ils ont interdit, ils ont mis une limite, comme l'avait fait déjà, ça avait été fait à Florence, à l'époque des cités italiennes, où les palais, il y avait une confrontation entre les familles et les clans italiens, richissimes, qui voulaient aussi construire des tours toujours plus hautes. Bon, regardez maintenant la tour Eiffel, qui a été longtemps le monument le plus haut du monde. Regardez par rapport également à la tour d'Arabie Saoudite, qui va faire 1 km de haut. Je ne sais pas si elle est finie d'ailleurs. Pardon, c'est Dubaï? Non, mais Dubaï, il me semble que c'est la deuxième, 828 mètres, vous voyez, c'est la Burj Khalifa. Mais il y en a une autre qui est en construction en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne pouvait pas, devant Dubaï. Oui. Bref, cette histoire-là, ça ressemble quand même, pour le dire les choses brutalement, à un concours de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut la plus haute? Est-ce que finalement, ce n'est pas la testostérone qui serait le moteur de l'histoire? De mâles dominants qui veulent... non. Alors, on pourrait l'imaginer, et pour ça, on pourrait, par exemple, trouver même un argument évolutif en faveur de cette thèse. Alors on le trouve assez facilement dans ce qu'on appelle, les théoriciens de l'évolution appellent la sélection sexuelle, ou la théorie du signal coûteux. Ça a plusieurs noms. En fait, l'idée est très très simple. C'est que la nature aussi, elle est parfois... Darwin l'avait compris dans son deuxième grand livre qui s'appelle La descendance de l'homme au moyen de la sélection sexuelle. Il s'interroge sur certaines exubérances de l'évolution, dont les fameuses plumes de Pan ou les cornes du cerf, qui manifestement ne sont pas adaptées pour vivre dans la nature et donc qui répondent assez peu aux critères de la sélection naturelle. Bon, les becs de pinson du Galapagos, on comprend bien, la taille du bec est adaptée aux noix, à la forme des noix. Mais la plume du Pan, franchement, ça sert à quoi? D'autant que c'est propre au mâle. Si c'était l'environnement qui était la contrainte absolue pour déterminer les caractéristiques physiques, eh bien, dans une même espèce, mâle et femelle devraient se ressembler. Or, dans tout le monde animal, il y a beaucoup de différences dans certains domaines entre les mâles et les femelles, notamment chez les oiseaux. Chez les oiseaux, seuls les mâles chantent. Souvent, ils ont un plumage beaucoup plus exubérant que la femelle. Regardez les canards, venez dans Lyon, mais il y en a partout. Voilà, les colverts, ils ont un magnifique plumage. Et puis la femelle est... Et donc, Darwin dit, en fait, il y a un mécanisme derrière qui est la sélection sexuelle, c'est-à-dire la compétition entre les mâles, selon lui, pour séduire les femelles, qui adoptent en gros deux stratégies de séduction. Celle, on va dire, du macho et celle du courtisan. Celle du macho, c'est on dresse le torse, on regarde le rival et on cogne. Donc on a des cornes, les buffles, les éléphants de mer, on se bat. Et puis celui qui gagne, il remporte la mise, souvent plusieurs femelles. Et donc
la sélection sexuelle va créer comment dire, chez les mâles une sorte voilà, d'exubérance extraordinaire qui ne sert absolument à rien, mais qui, les cornes par exemple, chez les vaches, on comprend bien que les cornes du taureau, c'est un herbivore, donc il n'a pas à se battre il n'a pas à tuer, à avoir des armes comme le serait un carnivore, non, mais il a besoin de cornes pour s'affronter à ses rivaux. Et donc les cornes du cerf serviraient à ça. Et la pauvre biche, eh bien, voilà, elle attend qui est le rival. Et puis l'autre stratégie, c'est la stratégie du courtisan. On n'est pas forcément en combat, mais on fait le beau. Et quand on fait le beau, eh bien, on construit un beau nid. Au printemps, c'est la saison des amours chez les oiseaux. On construit un beau nid, on se met sur une branche, on fait un beau chant qui a pour but à la fois d'éloigner les rivaux et dire attention, c'est ma branche, c'est là. Et puis pour séduire les belles, leur dit venez voir. Venez voir. Et regardez comme je chante bien. Et il joue de la mandoline sous le balcon. C'est ça la stratégie de la sélection sexuelle. Alors, on appelle ça aujourd'hui la théorie aussi du signal coûteux, parce que justement, c'est quand même assez coûteux en termes d'évolution. Ça a constitué pour les théoriciens de l'évolution une sorte d'énigme, de dire mais pourquoi autant de débauche, d'énergie, la danse du cratérops, de certains oiseaux, les corbeaux de Californie, de Nouvelle-Calédonie qui construisent des pistes de danse et qui font des danses endiablées, ils vont chercher des objets bleus, ça leur prend un temps fou uniquement pour séduire les femelles. Et ça marche. Enfin, ça marche. Ça marche et ça ne marche pas parce que vous savez, les études qui ont été faites aussi sur la génétique des œufs de beaucoup d'oiseaux, des pigeons, des passereaux et autres, souvent il y a 30% des petits qui n'appartiennent pas au père putatif. Ça veut dire que quand il va faire le beau sein, parfois... Alors bref, est-ce qu'on peut généraliser... Combien de temps il me reste ? Non, j'ai dit que je respecterais scrupuleusement mon timing. Alors, ce que je viens de vous dire, ça suggérerait quand même que derrière l'apparat, derrière le luxe, il y a quelque chose de très profond, très archaïque, très animal au fond. Et les humains sont des animaux. Eh oui. Des animaux particuliers, des animaux dotés de caractéristiques particulières, mais des animaux. Et donc, ils n'échappent pas aux passions et aux pulsions des mammifères sociaux que nous sommes. Désolé de vous le dire, mais c'est ça, c'est comme ça. Sauf qu'on a quand même développé quelques caractéristiques et quelques dons exceptionnels au regard des autres animaux. Notamment un cerveau surdéveloppé qui, à mon avis, je dis à mon avis parce qu'il y a des tas de thèses sur le propre de l'homme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, a rendu l'être humain particulièrement imaginatif, créatif, inventif, bavard, artiste, ingénieur, ingénieux, idéologue, croyant, idéaliste. Tout ça, c'est des caractéristiques qui sont propres à l'humain. Et à mon avis, je le développe donc dans un livre, je vous montrerai parce que je finirai quand même par une page de publicité aussi. Le premier numéro de l'Humanologue s'appelle « L'animal imaginatif ». Pour moi, c'est l'imagination, le propre de l'homme, au sens très... En quelques mots, au sens très général, l'imagination, qui n'est pas simplement le fait de créer de la fiction et créer des mondes enchantés, mais qui se trouve dans la science. L'imagination se trouve dans la technique. Tous les objets qui sont autour de nous ont été rêvés avant d'être conçus. Et donc, il y a sans doute un mécanisme profond, unique, qui est cette capacité de représentation, et il faut, qui générerait à la fois le langage, notre intelligence, notre capacité de création. Bon, bref, fin de parenthèse sur ce grand débat. Mais du coup, donc, nous sommes des animaux, mus par des pulsions sans doute très animales, mais qui avons justement développé cet organe extraordinaire qu'est l'imagination, et qui nous font nous projeter dans le futur, par exemple. Voilà. Imaginer des mondes nouveaux, être créateur de monde, disait Heidegger. Heidegger, c'est le seul nazi qu'on peut citer, sans être...
Il est infréquentable, mais celui-là, heureusement, on peut le lire. Donc, alors, effectivement, il expliquait l'être humain, l'être et le temps. Le livre est illisible, d'ailleurs. Mais ça fait rien, on a retenu cette idée forte qui est que l'être humain, il se projette dans le temps, il se projette dans l'avenir, et il s'imagine des futurs. Et qu'est-ce que ça devient ? C'est là que vient le problème, c'est ma deuxième partie, mais je vais être beaucoup plus court. C'est que, voilà, il dit, on invente des mondes, on les crée, on crée des techniques, on crée des objets, on crée des sociétés, on crée des utopies, on crée des religions, on fabrique l'histoire. Mais, disait Karl Marx, on fait l'histoire, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et parfois, ils font de belles conneries. Ou non, alors une connerie ne serait pas grave. Certaines ne sont pas graves, et ce n'est pas le produit de la stupidité, c'est parfois le produit de l'intelligence, ou parfois le produit de motifs très très nobles. Si on remonte par exemple à Christophe Colomb, à nos conquérants, à nos grands découvreurs, quand ils allaient dans les Amériques, au Nouveau Monde, ils étaient à la recherche, évidemment, ils étaient mus par l'appât du gain. Mais derrière sont arrivés les conquistadors qui disaient « nous agissons pour l'or, Dieu et la nation, et le roi ». Donc, ils avaient le sentiment, forcément, d'être dans le vrai, d'être dans le juste, d'avoir une noble cause à défendre. Et d'ailleurs, Cortés a massacré non seulement l'Empire, enfin détruit l'Empire aztèque, mais il s'est soucié aussi de convertir. Ce n'était pas simplement... il faisait partie d'une grande famille catholique et il essayait de construire des... Là, et derrière, très rapidement, avec les conquistadors, sont arrivés les missionnaires qui avaient pour but d'évangéliser. Et parce que quand vous détenez la religion du Dieu unique, évidemment, vous vous sentez supérieur à ces sauvages, ces naturels, comme on disait à l'époque, les Caraïbes, il y avait plein de noms, qui en fait vivent dans la superstition et on leur apporte quelque chose de beau, de grandiose, la religion du Dieu unique, qui est la religion de l'amour, qui est la religion de l'universalité. Et donc on pouvait, sans scrupule, détruire les codex. Vous connaissez toute cette histoire, maintenant elle est bien connue, de la colonisation et de l'impérialisme. Sont arrivés d'ailleurs après, au XIXe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, c'était les Lumières qui ont pris le relais. Et à l'époque des Lumières, la colonisation, je suis en train de parler de l'idéologie coloniale et impériale. Hein. C'est très, très à la mode. Il faut en dire quelques mots parce que c'est vrai que même s'il y a des débats sulfureux là-dessus, on ne l'a pas appris quand même suffisamment à l'école. Donc les Lumières aussi ont porté cet idéal de civilisation. C'était plus forcément Dieu qui était le porte-parole de la civilisation, c'était l'éducation. C'était qu'on pouvait conquérir les continents puisqu'on apportait en soi quelque chose de magnifique qui était la raison, le savoir, l'éducation qu'on devait transmettre au peuple sauvage. Et donc l'esprit des Lumières, c'est un esprit conquérant qui, ou non de la raison triomphante, va quand même participer également à cette grande machine qu'a été le colonialisme et l'impérialisme, qui s'est poursuivi au XIXe siècle là, avec une nouvelle idéologie, c'était l'idéologie du progrès. Et là, le progrès, c'était encore plus indiscutable, puisqu'il amenait non seulement la science, l'éducation, mais la médecine, l'État, l'administration, à ces pauvres bougres qui n'avaient rien. Et la théorie même qui avait prévalu pendant très longtemps au XVIIIe siècle, c'était la théorie de terra nullius. Terra nullius, ça veut dire que quand vous arriviez en Amérique, ce n'était pas une terre vierge, une terre nulle. En gros, ça veut dire terre vierge. Mais terre vierge, ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas habitée. On savait bien qu'il y avait des Indiens qui étaient là, mais elle n'était pas exploitée. Elle n'était pas bien exploitée. Parce qu'une grande partie, les Indiens des plaines, c'était des nomades. Et donc, ils n'exploitaient pas le sol. C'est passé la même chose en Algérie, quand on a donné après 1830, on a envoyé des paysans français en Algérie, parce que souvent c'était des révolutionnaires, on a des problèmes, on va leur donner des terres, et ils vont nourrir le sol. Donc ils apportent le progrès. Et on va en plus donc apprendre à ces pauvres bougres qui sont là, à cultiver le sol, on va leur donner des écoles, on va leur donner des savoirs. Donc c'est un idéal humaniste. Sauf qu'il y en a qui résistent.
Il y en a qui ne comprennent pas, ils sont têtus. Il y en a même qui commencent à s'opposer. Il y en a même qui commencent à tirer sur les bêtes qu'on fait venir. Et là, on ne rigole plus. Et là, le bain de sang commence. Et donc l'affaire est connue. En Amérique du Nord, les Indiens vont être d'abord déportés en masse, parqués dans des grandes réserves. On leur fait signer parfois, certains acceptent de signer parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas résister face aux fusils. Et bon, ils signent des accords pour leur... ils ne savent pas trop ce qu'ils signent comme accord, mais ils signent. D'autres résistent, d'autres collaborent. Et puis parfois même, et c'est arrivé souvent, sur les terrains même qu'on avait accordés aux Indiens, des grandes réserves, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait du pétrole. Et donc, s'il y avait du pétrole, il faut rétrécir encore un peu plus le champ. Et donc, petit à petit, il va y avoir un véritable ethnocide culturel, enfin, qui n'est pas lié uniquement aux armes, à l'expropriation et aux déportations, hein, mais qui est lié quand même, parce qu'il y a eu les transferts de maladies aussi, vous le savez, mais ça fait partie d'un idéal qui était, et j'insiste là-dessus, qui était généreux dans son principe. Même si les ressorts, et c'était l'intérêt, en fait, on pensait porter le progrès. Quelques images là, parce que j'ai mis le ligne noire du colonialisme. J'aurais pu parler du communisme, mais on va en parler un petit peu. Il me reste plus que 3 minutes et 13 secondes. C'est pareil, donc l'impérialisme était critiqué par des gens généreux, rationnels, progressistes, qui ont voulu construire un nouveau monde. C'était l'utopie communiste. Elle était indiscutable à une époque. Hein. Prolétaires de tous les pays, soulevez-vous contre l'exploitation, contre la misère, contre les inégalités, contre l'injustice. C'était un très bel idéal qui a donné un massacre à l'échelle de l'histoire, puisque le livre noir du communisme, qui est paru il y a quelques années, rappelle qu'il y a eu entre 45 et 75 millions de morts, à la fois en Russie, en Chine, au Cambodge, c'était beaucoup moins, mais enfin, ça fait quand même partie, ça fait 20% de la population qui est passée. Et donc là, on a bien l'exemple d'une idéologie bienfaitrice qui se transforme en son contraire et qui devient une des pires machines de destruction que l'histoire ait connue. Alors, 2 minutes, il me reste à conclure. Allez, comme ça, je tiens bien mon timing. Je suis content, je suis fier de moi. D'habitude, j'y arrive jamais. Alors, quelles sont les forces motrices de l'histoire? J'en ai cité 2. Retenez ça. C'est 1, les pulsions, on va dire, futiles, qu'est le luxe, l'apparat, l'esbrouf. Ça a quand même eu un rôle très important dans l'histoire. C'est pas rien, le capitalisme, l'âge des métaux, l'automobile, le vélo, et j'en ai cité d'autres. Deuxièmement, les idéologies bienfaitrices qui se transforment en leur contraire. Voilà. Alors, faut-il pour autant le généraliser? Ça donne un petit peu de sérieux au titre, la connerie moteur de l'histoire. Faut-il pour autant le généraliser, en faire une théorie générale? Je me garderais bien de le faire, justement, parce que s'il me plaît d'étudier la connerie, j'hésite quand même d'en dire trop souvent. Donc on va laisser ça, je vous fais ça comme une esquisse, un essai, et peut-être que la discussion nous permettra d'enrichir cette notion pile à la seconde. Merci beaucoup. Tu nous as enthousiasmé par ton allant et par tout ce que tu nous as dit. Non, c'est pas une question, c'est peut-être une toute petite, comment dirais-je, un petit correctif. À propos des, il vaudrait pour tout, mais à propos des épices. En réalité, bien sûr que ce n'était que sur la table de ceux qui avaient les moyens, généralement les seigneurs, etc. Mais n'oublions pas que très souvent, la viande qu'ils mangeaient était arrivée à un stade de maturation qui n'était pas très loin de la pourriture. Donc, en fait, on masquait le goût de cette viande
quasiment avariés, ou même des bêtes de chasse dont le faisandé avait passé les limites par justement les épices, le poivre, la muscade, enfin tout ce que l'on mettait dedans. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'ils mangeaient beaucoup de sauce, de viande en sauce à cause de ça. Donc je suis parfaitement d'accord pour dire que c'est le luxe, le tape à l'œil, c'est chic, c'est riche, etc. Mais à l'origine, il y a quand même un usage. C'est pas totalement déconnecté de l'usage. Je pourrais dire la même chose d'autres exemples que tu as donnés, mais je m'arrêterai là. Voilà, c'était juste pour dire que les deux allaient ensemble. Ah oui, non, mais c'est un juste correctif, je ne suis pas en Hein, désaccord. D'autant plus qu'il faut là-dessus. rajouter autre chose aussi, c'est que ces épices sont également un antiseptique. Absolument. Donc il y a beaucoup soignait les d'épices très très maladies. fortes qui sont mises Étant pour donné ce qu'ils bouffaient, Voilà. ça leur permettait de ne pas être pris de coliques violentes, Voilà. et ça soignait pas Voilà. mal. Mais cela dit, donc même si effectivement ça permet de cacher un mauvais goût, l'idée même du bon goût et d'avoir les moyens de pouvoir se payer Mais il y avait du bon goût, bien évidemment. c'est quand même un luxe. Mais c'était un luxe absolu. Et la débauche de moyens qui est faite pour pouvoir atteindre ce bon goût, c'est là qu'on passe de l'utilitaire peut-être à ce qu'on peut. Alors si je peux me permettre, ça c'est Non. pour toi, un petit Maintenant, cadeau. ça y est, c'est terminé. Non, il y a un petit cadeau pour toi. Il y a un petit cadeau pour toi. Ce qui est extraordinaire, la connerie dans l'histoire, je reviens à Flaubert. Bouvard et Pécuchet lisent les historiens, ils s'aperçoivent qu'ils disent que des conneries parce qu'ils se contredisent, etc. Ça, pas du tout. Donc ils se disent pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes un travail d'historien. Il faut choisir, mais qui? Alors ils disent on va prendre le duc d'Angoulême. Et Pécuchet dit mais c'était un imbécile. Et là, Bouvard répond mais les imbéciles sont souvent ceux qui ont le plus grand rôle dans l'histoire. Petit cadeau pour toi. Merci. D'autres remarques? On arrête là? Oui. Sur la question du luxe, il y a un auteur quand même que vous n'avez pas cité qui dit la même chose que vous, c'est Veblen, sur la consommation ostentatoire. Est-ce que ça rejoint vos réflexions? Oui, tout à fait. Donc, Thorsten Veblen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un économiste norvégien, je crois, mais enfin immigré aux États-Unis, qui a développé une théorie qu'on appelle en économie l'effet Veblen, qui semble s'opposer à une loi d'économie qui est la loi de l'offre et de la demande, qui voudrait que plus il y a de demande, plus les prix baissent, bon. Et lui s'était aperçu que pour certains biens rares, donc les biens de luxe, il y avait une contre-tendance, une contre-loi, vous me dites hein, si je dis une bêtise, c'est que certains produits étaient complètement déconnectés de leur usage. Et donc les biens de luxe, les sacs Vuitton, on va dire aujourd'hui, Hermès, tout ce qui est ce produit de luxe, évidemment, le prix est au contraire un attractif, ce n'est pas un répulsif. Ce n'est pas un mécanisme d'équilibration entre l'offre et la demande, c'est plus, sur certains produits, plus vous mettez cher, plus ça va attirer une certaine clientèle. Voilà. Et vous avez raison, moi j'ai parlé de l'histoire, mais il faut réfléchir quand même à l'époque où l'on vit, où le luxe reste un des critères majeurs du capitalisme contemporain. Parmi les grandes firmes qui s'en sortent bien, même à l'époque du Covid, eh bien c'est l'industrie du luxe. C'est L'Oréal, c'est Hermès, et nos grands capitaines d'industrie français, les premières fortunes françaises sont celles de l'industrie du luxe. La France exporte extraordinairement bien le luxe, le vin et les intellectuels. Mais merci de rappeler Veblen, parce qu'effectivement, il reste encore méconnu, même s'il a été réhabilité par Aron, par d'autres. Bonsoir. On voit aussi que dans l'histoire, la guerre a été un fort moteur, parce que ça a amené pas mal d'innovations et ça a amené pas mal de changements politiques, économiques. Est-ce que l'humanologue que vous êtes a fait un rapport entre les conflits économiques ou guerriers et la connerie?
Oui, alors, la guerre, ça apparaît toujours une connerie a posteriori. Pour celui qui l'entreprend, les guerres du Moyen-Âge, pour un chevalier du Moyen-Âge, c'est une façon d'augmenter son butin, d'augmenter son territoire. C'est quelque chose de rationnel. La guerre, c'est un moyen, je ne vais pas reprendre corriger Clausewitz, mais c'est un moyen de s'enrichir par d'autres moyens que par l'économie. Donc on pourrait inverser ce que dit Clausewitz. Donc la guerre de prédation, c'est quelque chose de très rationnel. Jules César a commis une boucherie en Gaule, chez nous. Il paraît qu'il y a eu 1 million de Gaulois qui ont été tués. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il voulait conquérir du territoire. Il était en conflit avec Pompée pour pouvoir être consul à Rome. Donc là, à la fois, et puis Rome a conquis des pays, l'Égypte, d'autres, l'Asie, pour pouvoir se procurer du blé, autre chose. Donc la machine de guerre, c'est d'abord une machine de prédation. Alors est-ce que c'est une connerie ou pas une connerie ? En tout cas, il y a quelque chose de rationnel derrière. Ce qui est plus irrationnel, c'est quand est arrivé, par exemple, la Première Guerre mondiale, il y a plein de débats là-dessus, sur les causes de la Première Guerre mondiale. Tout le monde sait que c'est une machine qui s'est emballée après l'assassinat de l'archiduc. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle « Les Somnambules », je ne me souviens plus exactement le titre, qui raconte l'origine de la Seconde Guerre mondiale à partir de l'analyse des dirigeants de chacun des pays et des états-majors en fonction de leur connaissance de l'époque. Ils n'avaient jamais connu de guerre mondiale, ils connaissaient que les guerres, l'état-major français comme allemand, ils connaissaient les guerres avant. Ils avaient mené quelques grandes batailles sur des champs de bataille, et puis ça se terminait au bout de quelques semaines, voire quelques mois. On ne pouvait pas imaginer, avec les données de l'époque, qu'on allait rentrer dans un processus d'engrenage, une machine folle qui allait aboutir à un massacre généralisé. Et là, pour le coup, c'est stupide au sens de Cipolla, c'est-à-dire que tout le monde, quasiment, était perdant. Il n'y avait pas de société, peut-être les États-Unis en sont sortis, mais enfin, c'était une stratégie chez eux. Ils ont tiré les marrons du feu. Et donc, cette grande boucherie... Alors, c'est pour ça que j'aime, moi, ce terme de somnambule, parce que dans le mot somnambule, ça veut dire qu'on avance dans le brouillard sur certaines décisions, où on ne sait pas trop où on va, on croit être lucide, mais ce n'est pas l'effet de l'idéologie. Je vais parler de l'idéologie, c'est quelque chose de très particulier, l'idéologie. On pense avoir raison, on pense voir clair dans l'avenir. Alors que dans le somnambulisme, on ne sait pas où on va, mais on pense que ça va bien se passer. Et parfois, ça se passe très 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 mal. Et donc, la guerre est parfois rentrée dans ces dynamiques-là. Je n'en dis pas plus, à l'état. Alors, monsieur ? Oui ? Vous parliez de guerre. Vous êtes où ? Je suis là. Ah oui. Vous parliez des raisons de la guerre, et oui. Je voudrais vous parler des uniformes des soldats. Parce que je pense qu'il y a là vraiment une preuve de connerie, ou au moins de signaux, un peu comme le pan. Parce que quand on y réfléchit, alors l'argument qui est donné pour le voyeurisme des uniformes, c'est de reconnaître ses troupes. Mais quand on regarde les uniformes, au moins avant la Première Guerre mondiale, de certains, je crois c'est les lansquenets à la Renaissance, ou même des Prussiens ou des Français avec leurs pantalons rouges, est-ce que vous ne voyez pas là presque le même phénomène qu'avec les oiseaux, de faire du tape à l'œil qui va être dangereux, mais qui va donner quand même une certaine prestance, parce que beaucoup trouvent les uniformes militaires assez séduisants, si je peux me permettre. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, vous avez raison, le vêtement, pas simplement l'uniforme. C'est Roland Barthes qui disait « Le vêtement a 3 fonctions principales, c'était les 3 P. » Il disait la protection du corps, la pudeur et la parure. Donc ça l'est. Alors ensuite, sur les uniformes, là encore, je connais cette histoire de pantalon rouge parce que les rappelait tout le temps. Est-ce que c'était... évidemment, dans la guerre 14, c'était un moyen de se faire... de se faire repérer assez facilement, encore qu'ils étaient dans les tranchées. Enfin, je ne suis pas sûr si... On peut s'en moquer après. Il y a souvent des raisons fonctionnelles dans les uniformes. C'est-à-dire que les chevaliers du Moyen-Âge, ils avaient des armures. Dans les différentes armées, on a beaucoup réfléchi quand même aux outils de protection. Et il y a à la fois, par contre, vous avez raison aussi, ce côté prestation, noblesse, l'uniforme. Tout le monde doit être aussi habillé de la même façon, au même grade en tout cas, pour abolir les différences. Les médailles,
Et là, ça revient à des choses qu'on retrouve dans le monde animal, hein, où il y a aussi des postures, il y a aussi des façons des prestations qui permet le singe mandrille, par exemple, c'est sur les fesses ou sur le nez, eh bien, qu'il affiche son uniforme de mâle dominant. Mais je n'ai pas suffisamment étudié l'histoire du vêtement pour pouvoir répondre avec pertinence, donc je me tais. Eh bien, merci aussi. Je peux me permettre une dernière chose ? J'ai presque honte, mais je vais quand même revenir un petit peu en arrière. Si vous voulez suivre en savoir plus sur la théorie de l'animal imaginatif, je vous renvoie à l'Humanologue. Ça se trouve dans dans les kiosques, les bonnes librairies, ou sur le site de l'Humanologue, sur lequel je vais mettre la conférence de ce soir en ligne. Donc vous tapez l'humanologue.fr, vous tombez dessus. Bonne soirée à vous.